Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Alors c'est l'avant-dernier point de marché de la semaine, on a déjà fait le bilan ce matin dans le morning meeting, donc là on va s'intéresser au vif du sujet, les indices boursiers américains, on va revenir sur leur semaine. Importante parce que nouveau record historique sur le marché action US, le S&P 500, le Dow, la Fed, la macro US, les premiers résultats trimestriels, ça ce sont des choses qui portent les actions américaines, plus la volatilité des marchés actions européens qui a attiré en tout cas une partie des capitaux vers les US. Des statistiques américaines, elles sont nombreuses cet après-midi. Vous avez sous les yeux un graphique de l'US dollar. Moi ça va être simple, hein, on va s'intéresser à ce qui concerne donc ces stats US cet après-midi. Le SP500, le Dow, l'US dollar. Vous avez sous les yeux, il y a une analyse technique qui est assez limpide. Le tour d'horizon des paires en dollars et puis on conclura cette semaine. Et puis ensuite on ferait le bilan à 17h30 avec Sylvain donc, qui lui vous introduira la semaine prochaine. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit ce matin. Donc, on attaque l'avertissement sur les risques liés au trading. Trader sur marge comporte un risque élevé ne peut être recommandé à ton investisseur car ça peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors non, ça c'est le graphique donc, de l'US dollar index de FXM. Vous le connaissez, son analyse technique elle est inchangée, mais en fait inchangée, mais elle se confirme à mesure que le temps passe. Depuis le 28 juin dernier, trois statistiques importantes cet après-midi aux États-Unis. L'inflation à la consommation, l'IPC, c'est un des indices d'inflation qui est suivi par la Fed, qui dans son livre beige d'ailleurs, mercredi soir, notait l'absence de pression inflationniste. On ne parle pas de pression déflationniste, hein, mais l'absence de pression inflationniste. Voilà. Il n'y a pas de dérapage dans le contrôle des prix. Alors cet après-midi à 14h30 sera publié le taux d'inflation sous-jacent, l'inflation globale aux États-Unis, qui devrait, si on en croit le consensus, à nouveau s'accélérer. Les ventes au détail au mois de juin, un consensus mitigé, devrait être à peu près stable en rythme mensuel. La production industrielle aux États-Unis et enfin à 16h, l'indice de confiance de l'Université du Michigan au mois de juillet en estimation préliminaire. C'est d'autant plus important que si vous avez suivi par exemple notre dernière conférence en ligne, l'avant-dernière pardon, où le gérant Alain Pitous était revenu sur les composantes de la croissance économique américaine et de loin la consommation des ménages représentait donc le premier poste de la formation du PIB. Donc voilà, c'est aussi pour ça que on sonde énormément la confiance du consommateur américain tellement il est important pour la croissance US et la croissance mondiale. Consomme tout, hein, produits de consommation courante, l'énergie, etc. Donc c'est important, plus que d'ailleurs tout autre indicateur de confiance de consommateur d'un autre pays. Alors tous ces chiffres, ils vont avoir un impact sur le dollar américain, même si il semble à peu près acquis que la Fed ne relèvera pas ses taux cette année. Malgré tout, maintenant le marché se focalise quand même sur le différentiel macro entre le Japon, la zone euro, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et sur les dernières séances, dernières semaines, les prévisions macro pour la zone euro, le Royaume-Uni, ça a été revu en baisse. Le Japon, on n'en parle pas, c'est croissance zéro. Donc il y a toujours un avantage au dollar US. L'analyse technique de l'US dollar index, je vous la refais en passant plein écran. Double bottom sur support majeur, 11 672. Une jambe de hausse ici, première partie du double creux en mai liée aux statistiques macro. Ce qu'il y a de plus classique, ce que vous avez en l'état un peu cet après-midi, hein. Des indicateurs d'activité, des indicateurs de confiance, des indicateurs d'inflation. Et puis donc la jambe de hausse ici du 24 juin qui est verticale, ça a duré 2 jours, pour se retrouver au même niveau que toute la progression de l'ensemble du mois de mai, parce que le dollar US a été acheté, on va dire, pas par défaut, mais surtout parce que dans la catégorie des devises occidentales, malheureusement les devises européennes, suite au vote favorable au Brexit, elles ont fait peur. Donc ça a attiré les capitaux vers le dollar US. Techniquement, une jambe de hausse, une petite console latérale qui prend une forme chartiste, qui peut être celle d'un triangle, un range de 100 points hyper limpide, 11 950 et 12 050. L'idée, c'est que tant que le marché tient 11 950, ils sont en mesure de sortir par le haut, soutenu donc par deux moyennes mobiles qui sont en approche, ici en données journalières, la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 50 jours. Bon, en l'état, sous 11 950, ça deviendra sérieusement compliqué.
Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, voilà, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, privilégiez plutôt la jambe de hausse ici du 24 et du 25 juin. Alors sur les paires en dollars, bon, vous savez, ce qui a essentiellement permis au dollar de bien se comporter cette semaine. Une chose à retenir, je dirais, cette semaine sur le FX, ce sont les 600 pips de rebond des paires en yens. Alors 600 pips, ça dépend lesquels, mais l'USD yen c'est plus 600, c'est un peu lui qui sert de guide. Donc une semaine qui n'est pas une semaine haussière pour le dollar américain, il n'a rien fait cette semaine, le dollar US, c'est une semaine de chute du yen. Alors, j'attaque maintenant la semaine qu'ont fait les marchés actions US avec les nouveaux records qui ont été battus. Donc, c'est parti, l'indice S&P 500 en données hebdomadaires. Troisième semaine consécutive de rebond. Alors c'est vrai que techniquement il y a eu ce superbe avalement haussier de fin juin. Il n'est pas rare que Wall Street soit capable d'enregistrer beaucoup plus de semaines consécutives de hausse. Là regardez, on en avait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines consécutives de hausse. En octobre 2014, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à nouveau semaines consécutives de hausse. Et au final, imaginez là, on fige le graphique weekly, donc on se projette, on est ce soir 22h, et bien c'est une cassure haussière. Donc le graphique de la semaine, bon, il y en a plusieurs, mais je trouve que choisir le S&P 500 c'est pas mal, puisque c'est l'indice action le plus important du monde, et il nous fait des nouveaux sommets historiques avec une belle cassure technique haussière hebdomadaire. Sauf si tout reverse cet après-midi, qu'on s'effondre et qu'on clôture à moins 3%. Et dans ces cas-là, malheureusement, ça aurait été un piège. Donc c'est essentiellement ça que je retiendrai. On était en range sur le S&P 500 depuis un sacré paquet de temps, depuis octobre 2014. Donc ça dure et on en sort par le haut, à la faveur de 4 tests réussis du support extrême à 1800, 1810 points. Belle prise d'appui d'ailleurs du RSI hebdomadaire du S&P 500 sur 50. Maintenant on file en direction des 70, il y a encore de la marge. Et lorsque vous reportez l'amplitude du range au point de cassure, ça vous donne 2300 points. Alors 2300 points, si tout cela se confirme, ce ne sera pas fait dans les prochaines semaines, mais ça peut être un objectif trimestriel par exemple. Donc d'ici fin septembre. Alors pour que le S&P 500 arrive à 2300 points d'ici fin septembre, il va falloir déjà que les résultats des entreprises US, il n'y ait pas trop de mauvaises surprises, là ça commence bien. Mais surtout, il faut que la Fed soit très très modérée. Qu'elle mentionne ce que la Banque centrale du Canada appelle des facteurs connexes, c'est-à-dire le contexte mondial, tant politique qu'économique. Toujours tout en se réjouissant d'ailleurs en parallèle de la santé de l'économie américaine, ce que la Fed fait tout le temps. Mais voilà, elle a réussi à un peu manier son discours pour nous faire comprendre que c'était plus suffisant et qu'elle, voilà, qu'au final, elle cherche aussi, elle est très satisfaite que les marchés financiers fassent des nouveaux sommets. Ça enrichit, il y a l'effet richesse aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe. Le consommateur US, il est sur le marché action US. Souvent, sa retraite l'est aussi, sa retraite par capitalisation. Dans les grandes entreprises américaines, pas de retraite par répartition là-bas. La plupart des fonds retraite des entreprises sont investis de toute façon sur les actions. C'est pour ça que c'est un marché action qui ne peut pas chuter sans mettre en danger tout le système. Donc la réserve fédérale, elle est quand même toujours là en soutien. Et voilà, c'est un de ces, on peut dire que c'est pas seulement ça, mais c'est une partie aussi de son action qui explique que nous avons cette superbe semaine ici sur le S&P 500. Alors, ce qui est aussi très bien, c'est que cette cassure haussière du S&P 500 a enfin, il a fallu attendre hier, été confirmée en clôture par les nouveaux sommets historiques du CFD US 30. Alors, c'est à peu de choses près exactement pareil que l'indice boursier Dow Jones. Donc, voilà, c'est ce qui manquait, j'appelle ça l'intramarché. C'est ce qui manquait. Et ces deux indices majeurs se confirment. Donc voilà, c'est bien parti. Et un autre principe d'analyse technique qui me plaît beaucoup, c'est celui du piège. Et généralement, lorsqu'il y a un piège, on a le mouvement opposé vertical. Ben regardez l'US 30, fausse cassure des 17 400 points avec le Brexit, piège baissier le 27 juin, réintégration à la faveur d'un avalement haussier le 28 juin, et derrière, on est reparti à la hausse verticale comme en 14. Donc, la fleur au fusil. Ce qui montre bien à quel point ce marché est enfermé quand même dans un biais haussier.
qui s'est clairement remanifesté depuis d'ailleurs la mi-février, lorsque le marché a fait un double bottom sur 15 500 points. C'est l'équivalent des 1800 points du S&P 500 et ça correspond au point bas du prix du pétrole. Voilà. Alors, les toutes premières indicateurs économiques américains, ils sont conformes aux attentes. L'inflation sous-jacente 2,3%, donc elle s'accélère à nouveau. Oh là, par contre, les ventes au détail, 6 fois mieux que le consensus. Le marché envisageait plus 0,1 à plus 0,6. Façon de parler, 6 fois plus, ça reste... en tout cas, voilà, une croissance supérieure qu'attendue des ventes au détail, et notamment une croissance supérieure qu'anticipée des ventes d'automobiles. Donc ça, c'est de la consommation courante par excellence, donc c'est plutôt bien. Ça va dans le sens du consommateur US qui continue de porter la croissance. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Je vais aller voir le dollar US. Alors n'oubliez pas la semaine prochaine, la Banque Centrale Européenne. Bon bah écoutez, le dollar US ça se confirme, hein, voilà, c'est magnifique, enfin magnifique. Voilà, la jambe de hausse, la petite phase de range, le momentum au-dessus de 50. J'ai ici mon extension de Fibo. Moi je m'intéresse au 0,50 d'extension de la jambe de hausse au point bas de la conso, qui a été établi le 4 juillet. Bon bah écoutez là c'est impeccable. Les statuts US sont solides. Les indices US montent encore plus haut. Et on a là clairement un rebond du dollar dans la partie basse de son petit triangle symétrique. Donc ça peut permettre aussi d'envisager d'aller vers des nouveaux plus hauts. Donc voilà, alors cette hausse en première intention ici du dollar US, eh bien bénéficie déjà à l'USD Yen. Donc qui relance, et j'en ai beaucoup, donc je reviens pas dessus. Beaucoup parlé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. Je pense que nous aurons la semaine prochaine encore une semaine de hausse des paires en Yen. Et je m'appuie sur ça, sur les superbes bougies japonaises hebdomadaires qui ont été faites sur ces paires en Yen, qui si on en croit l'USD Yen, ont chuté de 25% depuis le début de l'année. Donc c'est la première semaine vraiment de rupture positive. Je suggère rester l'analyse technique sur les paires en Yen. Donc je pense que ça peut poursuivre un peu la semaine prochaine. Euro-dollar, bon, l'euro-dollar ne sert à pas grand chose, mais sous un 12, dollar toujours un risque de baisse. Là, on voit qu'il est légèrement vendu après la publication des stats américaines. Le GBP USD, c'était vraiment beau. Allez, on n'a pas tout à fait la résistance, mais 20-30 points près. La moyenne mobile à 20 jours, alors qu'on retrouve exactement à l'envers d'ailleurs sur l'euro GBP. Donc là vraiment ce qu'est en train de faire l'euro GBP au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours à la hausse, et ce qu'est en train de faire ici le GBP USD sous sa moyenne mobile à 20 jours, par exemple un chandelier comme ça, là, si on clôture encore pas, ça ferait shooting star sous résistance, sous une moyenne mobile baissière, sous finalement un des points bas du Brexit. Donc bon, avec un dollar US en forme, on reste quand même dans le sens d'un risque à nouveau de baisse du GBP USD qui de toute façon n'a pas de raison là fondamentale de remonter. Hier la Banque d'Angleterre n'a pas remonté, elle n'a pas baissé ses taux. Au sein du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, il y a 9 membres. Seul un a voté pour une baisse de 25 points de base. C'est ce que dit le rapport qui a été publié hier. Mais la Banque centrale a précisé qu'il ne s'agissait que d'un report. Et en gros, elle envisage potentiellement toujours d'agir en août. Allez savoir. Elle attend peut-être davantage de travail de ses économistes maison pour savoir quelle doit être l'amplitude de son action. Bon, dans tous les cas, voilà, le Royaume-Uni a certes un nouveau gouvernement, mais on est toujours dans l'incertitude totale de ce qui va advenir du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union Européenne. Donc pas de raison que la livre sterling remonte fortement. Donc on a eu un rebond technique, et je pense que cette moyenne mobile peut agir à la baisse. Alors, on va passer sur les indices européens. Alors, les indices US, on a déjà vu. Non, bah écoutez, peu de nouveautés depuis ce matin. C'est toujours en retracement, mais alors est-ce que c'est déjà fini? Je pense pas. Je regarde. Alors, bon, c'est vrai qu'au final, le GR30, si vous passez en cours de clôture, regardez, en cours de clôture intraday, on avait un support à 9980, qui était la partie haute du range ici en cours de clôture.
Et on repassait en chandelier japonais, on a fait le plus bas à 9977. Donc bon, au final, on a peut-être simplement fait un pullback et réussi pour l'instant sur, en cours de clôture, l'ancienne partie haute de cette petite phase de range. Donc c'est pas mal. Bon après voilà, je suis pas certain qu'on enchaîne tout de suite sur des nouveaux sommets. Mais au final, moi ce que j'attends toujours sur ces marchés européens, que ce soit l'Eurostoxx 50, enfin, le CFD USTX 50 ou le CFD GR30, c'est un test à venir et précis. Ça finit toujours par arriver. De la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Donc voilà, le marché peut temporiser d'ici là. On voit quand même que bon, c'est une belle semaine d'attrait pour le risque. Et au final, qui a commencé, qui a indiqué avant tout d'ailleurs que ça allait être une belle semaine d'attrait pour le risque, ce sont les cassures techniques haussières des paires en yens. Comme quoi, c'est un peu la force du forex, je trouve, de toujours un peu, à travers sa façon de varier, d'indiquer le schéma général du marché. Avant même les marchés actions, ça intègre aussi tout de suite les mouvements sur les taux, enfin ça fait quand même beaucoup de choses. Donc c'est sa force. Et je trouve que cette semaine, les mouvements des paires en yens ont rappelé donc cette caractéristique du marché d'échange, a donné un message pour l'ensemble des marchés boursiers. Alors, Sébastien Attaka, que Euro GBP, méfiance à l'avalement baissier hebdo. Alors, eh bien, on retourne sur le Forex, on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est vrai qu'on atteint une résistance. C'est pas n'importe quelle résistance qu'a atteint l'Euro GBP. Est-ce pour autant la fin de la hausse? Bon, je pense qu'on peut aller plus haut cet été. Alors, mais alors, l'euro GBP, donc, alors aussi une chose importante là que nous rappelle Sébastien, c'est que justement, c'est aujourd'hui que vous devez vous poser la question des clôtures weekly. Pas besoin de le faire en milieu de semaine, c'est un travail à faire vendredi soir, ou vendredi pendant la journée, sachant que bon, on ne va pas avoir de bouleversement d'ici ce soir sur la formation des bougies japonaises. Il est vrai que, voilà, en weekly chart, on a potentiellement une structure en avalement, donc bon, c'est vrai que le RSI Weekly se retourne depuis le niveau des 70. Pourquoi pas envisager quelque chose, une construction qui pourrait durer. Alors je dis pas qu'on va faire tout de suite de nouveau plus haut, mais on a peut-être besoin de laisser le temps à certaines moyennes mobiles, tellement on a monté vite, de se rapprocher du niveau actuel des cours. À terme, c'est vraiment parce qu'on est sorti par le haut de ce canal qu'on peut envisager davantage de hausse. C'est cette cible qu'on a atteint à 0,8584, qui est une belle résistance. Mais voilà, moi je pense que d'ici septembre, on peut remonter à 0,88. Voilà, c'est ce gros seuil chartiste. Alors le GBP Yen. Un niveau de short sur le GBP Yen. Si vous voulez vendre la livre sterling, honnêtement, mieux vaut écarter le GBP Yen de vos stratégies de vente. Alors, ça se replie un peu, mais c'est une paire en yen quand même. Donc au final, si le yen est faible, même le GBP Yen a été capable de monter. Donc, le GBP Yen, si votre stratégie, Jacques, bonjour Jacques, si c'est une stratégie qui consiste à vendre la livre sterling, il y a peut-être des véhicules d'investissement plus adaptés. Donc, un point de vente sur le GBP Yen, techniquement, j'en ai pas. Regardez le chandelier weekly du GBP Yen, même lui nous fait un avalement. Donc, si jamais le GBP Yen devait monter davantage, et revenir chercher 145 par exemple, c'est pas la livre sterling qui revient en force, c'est vraiment le yen qui baisse énormément. Et le GBP yen peut remonter, tout comme on peut avoir au même moment une baisse du GBP USD ou une remontée de l'euro GBP. Parce que c'est avant d'être une paire en livre sterling, ça elle a prouvé cette semaine. Alors c'est cyclique, ça change, il y a des rotations, mais actuellement, elle assume vraiment à fond son statut de paire en yen. Alors, la semaine prochaine, vous avez la Banque Centrale Européenne. Parmi les banques centrales majeures, j'essaie juste d'essayer... alors, j'aimerais pouvoir au moins vous communiquer la date de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Japon. Mais là, j'y accède pas, donc allez, vous pouvez vous-même décrypter le calendrier économique. Mais alors, donc visiteurs... pose d'autres commentaires. Alors je suis d'accord, nouveau plus haut à moyen terme, même ça va consolider à mon sens. Oui, peut-être qu'on peut passer sous la MM20.
Alors, je vais me remettre en données journalières. Bah, pour l'instant, on a un test réussi. Mais ça ne veut pas dire en effet qu'on va durablement rester en dessous. De toute façon, on voit bien que dans toute la phase de hausse, il y a eu une envolée du RSI. Et le fait qu'on ait quitté par le bas la zone des 70, c'est un signal vendeur. Donc la conso n'est pas terminée. Par contre, vu quand même la faiblesse de la livre sterling, je pense qu'on va réussir à se maintenir au-dessus des 50. Donc, pour acheter l'euro GBP, j'apprécie quand même la 20 jours, mais j'aurais tendance à patienter début de semaine prochaine que le RSI journalier de l'euro GBP commence à se retourner au-dessus du seuil des 50. Et à ce moment-là, y revenir plus sereinement, parce qu'on aurait un alignement prix momentum. Souvent, je me suis précipité sur les prix sans attendre que le RSI se retourne. Et donc là, il y a quelque chose qui me manque pour avoir une conviction forte, mais voilà, tout vient à point qui sait attendre. On verra en milieu de semaine prochaine. GBP USD lui a bien échoué sous une résistance, sous sa 20 jours, et peut remercier la force du dollar américain. Bon, écoutez, je vois pas d'autres questions. Les chiffres US sont bons. Vous avez à suivre à 16 h l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Le consommateur américain, autant vous dire que si elle est solide, cette confiance du consommateur, eh bien, ça portera le dollar encore plus haut. Et pour l'instant, on a exactement la même analyse technique que je vous décris chaque jour, toujours dans cette conso latérale, et donc je conserve mon anticipation haussière d'ici la fin du mois, tant qu'on se maintient au-dessus des 11 950 points sur l'US dollar index de FXM. Voilà, merci d'avoir participé au webinaire tout au long de cette semaine. Une clôture à 17h30, la closing bell pour terminer. Et puis donc on vous retrouve dès la semaine prochaine, 8h45 pour le Good Morning, euro, dollar. Merci à tous, très bon week-end et à lundi.